répéter. Bon bah, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Donc pour vous présenter un peu l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est le but? Donc le but de l'intelligence artificielle, c'est de prendre l'intelligence humaine et d'essayer de la reproduire. Donc aujourd'hui, vu qu'on est dans le cadre de personnes qui vous avez fait des formations dans le numérique, je vais vous montrer plus des applications qui peuvent être faites dans votre domaine-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un domaine très vaste. Parce qu'on essaie vraiment de calquer l'intelligence humaine dans pas mal de domaines. Donc, dans ce qui est la compréhension du texte, tout ce qui est imagerie, tout ce qui est modèle prédictif. La base de l'intelligence artificielle, c'est de prédire des choses. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ces modèles-là pour générer à travers des modèles génératifs. Donc, on va voir comment on peut générer des images, des vidéos, voire même des mondes VR avec l'intelligence artificielle. Et pour vous présenter ça, dans le premier temps, je vais vous demander d'utiliser cet outil ici, Stable Diffusion Playground. Puis je vais vous demander de rentrer quelque chose que vous aimeriez avoir en image. Donc, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que tu as mis là sur ton écran par exemple? Je joue à un jeu. Un jeu, comment il s'appelle? Xenoblade. Comment? Xenoblade. Xenoblade, d'accord. Bon ben, ok, on va essayer sur notre écran. Donc Xenoblade 4. Donc on va attendre un peu le temps que le modèle génère l'image. Et là, est-ce que tu reconnais un peu l'univers de Xenoblade? Est-ce que ça ressemble? Pas trop. Comment? Les 4 existent. Le 4, est-ce que c'est le même univers que ceux d'avant? Ça ressemble un peu, ok. Donc en fait, qu'est-ce qui a été fait ici? C'est que ici, je vous ai présenté un modèle génératif qui a été entraîné sur pas mal de banques d'images à travers le web et qui a été capable d'apprendre qu'est-ce que c'est que Xenoblade, par exemple, ici, et de générer des images dans le même style. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un exemple qui voudrait partager? Quelqu'un d'autre je sais pas, ouais. Dieu. Dieu? Ok, Dieu. Bonne question. Ok, donc là on voit qu'on a pas mal des symboles religieux. On a un peu la divinité qui est représentée ici. C'est comme ça que le modèle le générait ici. Donc, vous pouvez continuer à jouer un peu avec ça, mais moi je vais essayer de vous expliquer un peu comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'on est arrivé à ces modèles qui aujourd'hui, à partir de mots, vous permettent de générer des images. Donc tout a commencé d'abord à comment est-ce qu'on comprend le langage. Donc il faut savoir d'abord, quand c'est des modèles génératifs qui utilisent des données textuelles, il faut d'abord que l'ordinateur soit capable de comprendre le langage. Nous les humains, quand on apprend le langage, on apprend d'abord le son des mots, ensuite on apprend le sens des mots, on essaye ensuite de lire du texte, transformer le texte en son, et on transforme les sons en mots, puis ensuite il y a toute une synergie entre transformer les sons en mots et apprendre le sens des mots. C'est-à-dire qu'on apprend des nouveaux mots, on les apprend dans leur contexte, on apprend itérativement à comprendre le texte. Il y a tout un processus on utilise nos yeux pour lire, nos oreilles pour entendre, notre main pour écrire, etc. L'ordinateur, lui, il ne comprend pas le texte. C'est-à-dire que l'ordinateur, ça fonctionne avec des 0 et des 1, ça fonctionne avec du binaire, donc il va falloir transformer ce texte en vecteurs, ça s'appelle, donc en données numérisées. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va apprendre le sens des mots à partir de ce qu'on appelle des modèles de langage. Donc, les modèles de langage, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent une forme qui s'appelle les auto-encodeurs. Donc, auto-encodeur, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a une partie qui encode l'image
qui la prend dans une représentation latente et qui la décode pour ensuite essayer d'avoir essayer de reproduire l'image qui a été encodée. Pour vous donner une intuition sur comment est-ce que ça fonctionne, ouais, je vais vous prendre ça. Donc là, je vous montre mon téléphone ici. Ok, vous regardez tous mon téléphone. Ok. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous représenter l'objet que je viens de vous montrer. Ok. Donc je vous laisse 5 secondes. Donc, fermez les yeux et représentez-vous dans votre tête l'objet que je viens de vous montrer. Et maintenant, imaginons que je vous... Donc là, j'ai pas... vous pouvez ouvrir les yeux. J'ai pas de feuille de papier là, mais imaginons maintenant que je vous distribue tous une feuille de papier et que je vous dise, dessinez-moi le téléphone que je viens de vous montrer. Ben, qu'est-ce que c'est l'encodeur? L'encodeur, c'est la tâche où je vous ai dit, regardez mon téléphone et essayez de comprendre ce que c'est. Ensuite, quand vous avez fermé les yeux, que vous êtes imaginé le téléphone, c'était la représentation latente. Donc dans votre cerveau, vous êtes imaginé le téléphone. Vous n'êtes pas imaginé l'image du téléphone. Vous êtes imaginé quelques caractéristiques. Ok, c'est un iPhone, donc je sais qui fait à peu près cette forme-là. Je sais à peu près à quoi ressemblent les téléphones en général. Donc, je sais qu'il est noir. Je sais que vous avez appris des caractéristiques. Vous n'avez pas appris le téléphone en lui-même. Vous avez appris une représentation latente, une représentation comprimée de l'image. Et la partie décodeur, ça aurait été, si je vous demande de dessiner le téléphone, bah, vous auriez pris l'image que vous avez dans votre tête et vous l'aurez reproduit sur papier. Donc c'est exactement ça qu'on essaie de faire dans l'architecture des auto-encodeurs ici. C'est qu'on essaye d'encoder les images, puis ensuite de les décoder. Et c'est comme ça qu'on va le faire avec nos algorithmes. Donc l'architecture, elle se présente comme ça, en termes lorsqu'on les modélise en diagramme. Et ça utilise des concepts qu'on appelle l'attention. Donc ça, c'est un concept tout nouveau qui permet justement de se concentrer sur certaines parties de l'input lorsqu'on procède à l'entraînement. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est une architecture assez novatrice qui permet de vraiment avoir des modèles de plus en plus grands. Le dernier modèle, donc je pense que vous avez déjà entendu parler, donc le dernier modèle de langage bien écrit, c'est le modèle GPT-3, ici, que je vous présente, donc, qui a été créé par OpenAI. Donc ce modèle-là, il compte 175 milliards de paramètres. C'est un modèle qui est colossal, qui a été entraîné sur... qui a été entraîné avec 4,5 milliards de dollars de coût d'entraînement. Donc, quand je dis 4,5 milliards, c'est que lorsque on entraîne des modèles d'intelligence artificielle, on utilise une infrastructure spéciale. On utilise ce qu'on appelle les GPU, oui. C'est millions ou milliards? C'est millions. Le coût d'entraînement, c'est millions. Le nombre de paramètres, c'est milliards. Donc, on utilise une infrastructure spéciale qui s'appelle les GPU. Donc, c'est les mêmes choses qui sont utilisées pour miner le Bitcoin. Je ne sais pas si il y en a qui connaissent un peu les cryptos, mais c'est les mêmes cartes. C'est des cartes graphiques, justement, qui sont utilisées parce qu'on peut paralléliser les calculs. Et donc, ces cartes graphiques coûtent très cher. Et la consommation d'électricité aussi coûte très cher. Donc, c'est vraiment des modèles qui ont été entraînés sur beaucoup d'infrastructures de calcul, mais aussi sur beaucoup de données. Donc 45 térabytes de données d'entraînement. Et ces données-là, elles proviennent de données textuelles partout dans le web. Donc c'est vraiment, ici, on a entraîné un modèle de langage qui est capable de comprendre beaucoup de choses. Donc par exemple, la génération de courriel ici, on va attendre que ça revienne au début. Et ce qui est possible de faire justement, c'est des générations de code. Donc, par exemple, là, ici, j'écris une description du code que je veux avoir. Donc, je demande à mon ami Govin s'il voudrait venir pour étudier avec moi demain. Je lui demande de donner l'idée du mail que je veux avoir. Et là, il me génère le email automatiquement, il me génère un template de l'email que je veux avoir. Ça peut aussi être utilisé pour générer du code. Donc là, par exemple, j'ai donné à peu près la description du code que je veux avoir, et le modèle a été capable de générer du code. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous parle de
de ces modèles qui justement apprennent à comprendre le langage et à générer ce langage-là. Parce que c'est typiquement cette technologie-là qui a été utilisée par la suite pour les modèles de génération de texte à image. On va voir plus tard. Donc c'est la même technologie, juste que on va plus essayer de décoder du texte vers du texte, mais du texte vers des images. Okay. Donc c'est ça les... Donc, la plupart des modèles qui utilisent ça sont donc DALL-E 2, je pense que vous avez dû en entendre parler, qui est le modèle de OpenAI justement. Google aussi a fait son propre modèle de diffusion qui s'appelle Imagen AI. Et l'année dernière, Stability AI a aussi créé son propre modèle de diffusion. La particularité avec Stability AI, c'est qu'il l'a rendu open source. Donc les autres, vu que c'est des compagnies privées, n'ont pas non plus ces modèles open source. Stability AI a eu un financement d'à peu près 100 millions de dollars pour rendre l'intelligence artificielle open source, pour agrandir la portée de l'intelligence artificielle open source. Donc, tout ça, c'est des modèles de diffusion qui vont justement, à partir de textes, générer des images. Et comment est-ce que la diffusion va se faire? Comment est-ce que ça fonctionne ces modèles de diffusion? C'est qu'on part de bruit comme ça. Donc, comme quand vous allumez une télé et que vous ne captez pas vraiment toutes les chaînes, vous savez, ça fait un pshhh comme ça, puis vous n'avez pas de chaîne, vous avez tout en gris. L'image, avant de faire un processus de génération d'image, on part de bruit, et petit à petit, on va venir débruiter l'image en utilisant une technique qui s'appelle de diffusion. Donc petit à petit, on va mettre au point les éléments que l'on veut avoir dans notre image. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Sauf qu'il y a un problème qui survient avec ça, c'est que si on a des images 1024 par 1024 par exemple, qui sont des grandes images, pour les réseaux de neurones, non pardon, pour les modèles qu'on va utiliser, ça peut être un problème. Donc, comment est-ce qu'on va réduire l'espace et comment est-ce qu'on va utiliser ces modèles de diffusion sur des espaces plus petits? On va utiliser la représentation latente des images. Donc le débruitage, on ne va plus le faire sur l'image en elle-même, on va le faire sur la représentation latente. C'est-à-dire, quand je vous ai fait l'expérience tout à l'heure, l'image qu'on a dans notre cerveau, l'image compressée, c'est là-dessus qu'on va faire le débruitage. Et ensuite, on va décoder l'image pour avoir Puis finalement, c'est ça que les modèles de DALL-E, les modèles de Google et Stability AI, c'est cette technologie-là qu'ils utilisent. C'est ce débruitage. Donc on peut partir aussi avec une image d'entrée. Le processus de débruitage, il peut être conditionné avec une image accompagnée d'un bruit aléatoire en entrée ici. Par exemple, si je voulais faire un transfert de style, par exemple si je prends une input ici très abstraite et que je veux la rendre un peu plus détaillée, je peux ne pas partir seulement du bruit, mais je peux partir du bruit avec l'image avec laquelle je voudrais initialiser le processus de diffusion. Ça permet justement vous allez voir plus tard que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer des images à partir d'un style. Donc, par exemple, on peut mettre dans le processus de génération, je veux que mon image soit créée avec le style de tel ou tel peintre. Donc, par exemple, le style de Picasso ou au crayon de bois. Ben, on peut justement mettre en input une œuvre et dire maintenant je veux que tu me refasses cette œuvre selon le style de Picasso par exemple. Donc on peut utiliser ce genre de processus. Oui. Ok, c'est drôle que vous en parlez parce que du coup j'ai une petite question, mais ouais. En fait vous savez il y a l'intelligence artificielle à qui on a demandé de créer un prochain Rembrandt par exemple et il a été vendu. C'est un peu une question philosophique, mais avec toutes ces technologies, tout ça, selon vous, est-ce que l'intelligence, c'est elle l'artiste ou c'est la personne qui a lancé l'input? Est-ce que ça viendrait même, bon là c'est une autre question, mais à nous remplacer finalement dans notre travail? Je vois qu'on peut avec DALL-E
supprimer des objets sur une scène, les remplacer, changer tellement de choses, ça viendrait. Où est-ce que ça pourrait s'arrêter et surtout est-ce que ça pourrait nous remplacer et qui serait l'auteur de tout ça? La personne derrière ou l'intelligence? Ouais, c'est sûr que c'est toujours la personne derrière parce que je vais vous montrer un exemple tout à l'heure où je crois que c'est ce qu'il y a après. Ouais. Donc, pour répondre à ta première question, là typiquement c'est quelqu'un qui a travaillé sur du prompt, donc prompt engineering. En gros, il a travaillé sur les inputs du modèle et justement il a mis des données textuelles avec un point. Bah, il a mis ce qu'il voulait avoir dans son image. Et il a mis -1 sur ce qu'il ne voulait vraiment pas avoir, et il a mis des points positifs sur ce qu'il voulait avoir. Donc là, quelque part, il a créé l'image il a créé l'input de l'image comme ça, et il a joué avec les paramètres pour essayer d'avoir l'image qui correspond mieux. Et on voit qu'en mettant ces inputs-là, il a créé ce genre de visuel qui est quand même assez cool. Il a fait quand même une belle œuvre d'art, mais tout le travail a été fait sur les inputs de mots-clés. Maintenant, sur ce qui est de la deuxième partie de la question, c'était... Est-ce que ça va nous remplacer finalement? Est-ce que ça va nous remplacer? Par exemple, moi je vais sur un site comme ça, au lieu de demander à un graphiste de m'enlever quelqu'un sur ma photo de mariage par exemple, ou de l'améliorer, je vais sur internet, je sors mon image et ça fonctionne. Parce qu'au lieu d'aider notre métier, ça ne va pas le détruire finalement. Parce que je vois que ça nous aide à faire du Photoshop, tout ça, des images. Comment je vois ça? Tu sais, c'est comme pas mal d'autres technologies en IA, c'est que il y a d'autres opportunités qui vont se créer avec ça. C'est-à-dire qu'on va mieux faire ça, donc on va avoir plus de temps pour faire d'autres choses. Tu vois, donc, par rapport à l'innovation, c'est toujours comme ça aussi que ça se passe, c'est qu'il y a des jobs qui deviennent désuets, mais il y en a d'autres qui se créent. Et c'est des opportunités toujours. C'est-à-dire que puis ceci, ça va être des outils, donc ça va être des logiciels qui vont être créés, il va falloir être capable de les utiliser. Donc c'est aussi tout un corps de métier qui va devoir être capable d'utiliser ces outils. Donc c'est aussi il va toujours avoir besoin de la compétence humaine pour au moins comprendre le problème, rien que de le comprendre, parce qu'il y a des choses que l'IA fait bien, que l'humain fait mal, mais il y a aussi des choses que l'humain fait mal et que l'IA fait bien. C'est-à-dire qu'il y a toujours vraiment une complémentarité entre l'IA et l'humain. Et ça, on le voit pas seulement dans les modèles d'image comme ça, mais on le voit aussi dans les modèles d'apprentissage par renforcement robotique, par exemple, où on voit que les systèmes experts qui ont été bâtis par des gens qui ont travaillé en robotique pendant des années sont encore utilisés, parce que justement, ils aident l'IA à restreindre, par exemple, l'espace de conversion. Et par exemple, à dire à l'IA, ok, va vraiment pas dans cette direction parce que je sais pertinemment que c'est pas quelque chose que tu dois explorer, parce que c'est pas optimal de faire ça. Donc tu vois, tu peux guider l'IA en quelque sorte. Donc il y a cette synergie qui se crée. Je pense que c'est plus comme ça que je vois l'IA comme outil d'aide. On est complémentaires. Donc, voilà. Donc les modèles de diffusion. Donc ce qui est bien, c'est qu'on reprend la représentation latente. Donc, la diffusion ici, le processus de débruitage, comme je disais tout à l'heure, ici, il n'est pas fait sur l'image, il est fait sur la représentation latente. C'est-à-dire ce que à toi tu penses dans ton cerveau quand je te dis de penser à la souris. On pense à la souris, puis on fait ici, nous, comment est-ce qu'on verra ça? On commence avec du bruit dans notre cerveau, puis petit à petit, on converge vers une image. Donc, par exemple, si je te dis pense à un chat, le chat, il ne va pas apparaître tout de suite dans ta tête, il va peut-être prendre un peu de temps. C'est un peu ça, si je voulais faire le parallèle avec l'humain, on essaye de calquer le comportement du cerveau sur comment est-ce qu'on pense aux objets pour les représenter. Et ce qui est bien avec ces représentations latentes, c'est qu'on peut injecter du texte, typiquement. On peut injecter du texte, et donc on peut être capable de générer des chats avec des images, avec des inputs textuels.
Ok. Donc là, je vais vous montrer un peu les nouvelles avancées, puis ce qui est possible de faire dans le futur. Donc ça, c'est un modèle qui est sorti dernièrement avec Meta, anciennement Facebook, qui a créé des modèles de texte à vidéo ici. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Un chien en costume de super-héros avec une cape rouge bleue dans le ciel et un ours en peluche qui part. Vous voyez juste avec des mots, maintenant on est capable de générer des vidéos. Je peux vous montrer d'autres exemples. Donc ici, un robot qui danse à Times Square. Et un chat qui regarde la télé avec une télécommande dans la main. Donc, on peut aussi avoir des styles un peu plus sur un style un peu plus réalistique. Donc un cheval qui boit de l'eau. Donc ça, c'est les nouveaux modèles qui peuvent justement utiliser le texte pour les convertir des mots. Donc, je vais tester quelques vidéos pour ce Ok, donc on peut aussi transformer ou restaurer des images. Donc là, par exemple, je vous ai montré un modèle qui transforme des peintures dans un style réel, comme si cette peinture, ça restait un personnage comme vous et moi, qu'on verrait sur une photo. Donc c'est aussi ce genre de technologie qu'on peut utiliser, on peut essayer des transferts de style sur les images. Donc j'ai un style peinture vers un style plus photoréalistique. Génération de Pokémon. Donc là, on peut essayer ensemble. Donc, par exemple, pour du concept art, je crois qu'il y a quelqu'un à la conférence d'avant qui avait dit que ça pourrait être utilisé pour ça, justement, pour faire du concept art. Donc, ce qui est possible de faire avec ces modèles-là, c'est ce qu'on appelle les affinés. Les affinés, comment ça fonctionne? C'est que, imaginons que je serais en train de conceptualiser un jeu vidéo, et que je sais à peu près comment est-ce que mon univers est fait. C'est quoi un peu les thématiques? Est-ce que c'est... Disons que j'ai quelques personnages de mon jeu vidéo. Ben, je pourrais affiner mon modèle pour lui donner un style, pour que les images qui soient en sortie du modèle aient le style de mon jeu vidéo. Donc, on aura un processus d'affinage, ici, en gros, on affinerait le modèle pour qu'il se force à avoir le style de mon jeu vidéo. Et ici, ça a été fait sur les Pokémon, donc on a affiné le modèle sur les Pokémon. Donc si vous voulez un exemple, je sais pas moi, est-ce que quelqu'un voudrait générer un Pokémon? Tu peux transformer Toulouse, ça me Qui ça? Toulouse. Toulouse? Voilà. Comment c'est fait? C-T-U-L-L-U. Ouais, C-T-U-L-L-U. C-T-U-L-L-U, c'est ça? Je pense que oui. Bah, je vois pas là, mais je pense que oui. C'est ça? Ouais, c'est bien. C'est ça? Donc ici, on a un nombre qui s'appelle number inference step ici, qui est égal à 50. Donc là, on voit que ça converge, comme ça, on va converger en 50 itérations. Les 50 itérations, c'est le débruitage. Donc on va avoir 50 débruitages avant d'arriver à une image qui nous satisfait. Donc voilà. Ronald McDonald. McDonald's. Marceau. Oui. Je l'ai pas essayé celui-là. Je l'ai fait 50 fois avant de. Ça ressemble pas trop. Ok. C'est ça, c'est ça. J'avais fait Elon Musk hier. Elon Musk. Donc en gros, les 50 étapes ici, c'est le débruitage. Donc, tout à l'heure, on a vu que dans la diffusion stable, on avait un processus de débruitage ici, petit à petit. Ben là,
c'est ce paramètre ici. On va le faire sur 50 étapes. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se passe si on le fait sur moins d'étapes. Vous allez voir que le bruit sera plus loin. C'est pas ça. Désolé. C'est toujours que je peux dire que c'est dans mon esprit. Dès que je vais tester, je vais poser la question. Est-ce que les AI Ah oui, ça va. Est-ce que les AI peuvent bloquer des prompts de genre personnes réelles, question de. Tu sais, parce qu'on voit des fois que l'Internet peut faire des belles choses avec l'intelligence artificielle aussi. Ouais. Mais est-ce qu'ils bloquent volontairement peut-être des noms connus pour pas qu'il y ait des. Ouais, tu peux pas. Genre des fakes sur Mais c'est surtout utilisé tu sais, pour tout ce qui est not safe for work. Par exemple, tu sais, il va y avoir pas mal de vaches choquantes. Donc, il y a pas mal de filtres qui sont faits sur, sur tout ce qui est not safe for work. Il te dit, bah, ce mot, je peux pas le mettre. Ah ouais. Voilà, écris un mot, genre. Ok. Donc là, vraiment, si je vous mets 2 étapes d'inférence, vous allez voir que le bruit va toujours être là. Donc vous voyez, ici, c'est ça l'input. C'est vraiment du bruit comme ça. Si je vous mets 5 itérations, vous allez voir petit à petit, vous voyez, ça commence à se générer, etc. etc. Donc, c'est vraiment avec les étapes de débruitage comme ça que l'image se génère. Ok. Ouais. Mais genre, juste pour savoir, si vous mettez le nom d'un vrai Pokémon dans l'IA, ça va faire quoi? Juste envie de savoir. Alors, on met Ok. Pikachu par exemple. Si je mets 50 étapes. Si vous tapez texte ou Pokémon sur Google, vous le trouverez. Ça vous intéresse. Ouais. Ah bah voilà, vous avez un nouveau Pikachu. C'est tellement chose. Donc voilà. Donc ça peut être utilisé comme ça pour du concept art sur des jeux vidéo. Aussi, vous voyez, il y a Trump. Les autres, je les reconnais pas trop. Oui, c'est Boris Johnson. C'est pareil. Allez, Boris Johnson. Allez, Barack Obama. Le petit. Voilà. Ok. Oui. C'est fait avec des noise. N'importe qui essaie de faire la même chose, écrire la même chose, pour avoir des résultats différents. Oui. Donc il y a un seeding qui est fait au début. Donc si je même cite que toi, oui, je vais avoir le même résultat. Mais le noise initial, il est aléatoire. Une autre chose que je voudrais vous montrer, donc là c'est un japonais qui a écrit un jeu vidéo uniquement avec l'IA. Donc tout le design a été fait avec l'IA. Vous allez voir, c'est un jeu qui est très simple, hein, mais tous les vaisseaux spatiaux, les lasers, le fond d'écran, tout le design art a été fait avec l'IA. Mais bon, c'est pas le jeu parfait là, mais juste ça peut vous donner une idée de ce qui est possible de faire avec l'IA. Donc, vous pouvez essayer. Donc, typiquement, on peut penser à du design art avec ça. On pourrait aussi penser à la génération de contenu VR. Donc là, c'est quelqu'un qui s'est amusé à prendre le Stable Diffusion et à le mettre dans un headset VR. Vous allez voir que l'environnement va changer petit à petit en fonction des prompts qu'il a mis. Donc, vous voyez, là c'est plus une image qui change de style, mais c'est vraiment tout le décor qui change de Bon là c'est un peu bizarre parce que là c'est le prompt par exemple, en gros ce qui se passe c'est qu'on passe d'un aquarium
Vous allez voir tout à l'heure, il y a un supermarché, on passe de plein d'univers différents comme ça. Mais ce qui serait possible, ça serait de demander à notre modèle de s'arrêter, de modifier les éléments et de créer un monde VR totalement généré par l'intelligence artificielle. Donc, voilà ce qui est possible de faire avec ça. Vous voyez ici les 5 images sur le côté qui montrent un peu le style de monde réel. Vous voyez, un supermarché. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est peut-être aussi la génération de courts-métrages. Ça, c'est un clip qui a été. Il est hosté sur les serveurs de OpenAI et on peut l'utiliser avec des appels API. Par exemple, si je veux utiliser le modèle, je peux utiliser un programme informatique qui dit ok, j'utilise le modèle avec telle fréquence. Et puis, c'est comme ta facture d'électricité, tu veux payer en fonction de ton utilisation. Oui. C'est quoi la technique C'est pour bouger la caméra, je sais pas trop, mais tout ce qui est génération d'images, c'est tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire diffusion stable. Du noise, de diffusion, puis l'autre. Ouais, c'est ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que la première image, j'imagine que donc la première image elle a été générée avec du bruit, puis ensuite il y a eu ce concept de d'image à image. C'était où ça? Donc on prend en input l'image d'avant et on génère l'image d'après avec l'image d'avant en mettant du texte. Donc c'est comme ça que ça a été généré. On prend l'image d'avant et puis on itère comme ça. Et on crée un clip audiovisuel avec les textes d'avant et les images d'avant. Et ce que j'aime bien dans ce clip, c'est que ça, il reprend des éléments du... C'est vraiment des éléments qui se transforment petit à petit. Tu vois, t'as un élément... Non, c'est ça? C'est de la 3D, ça, non? Je sais pas si c'est de la 2D, c'est peut-être un panorama. Ouais. C'est pas nécessairement de la 3D. Ok. Avec une caméra qui déforme. Ben, si on a assez de mèches 3D, tu pourrais penser à un modèle qui est entraîné sur des mèches 3D et qui générait qui, avec du texte, générait ces mèches-là. De toute façon, en IA, c'est toujours la data qui va te permettre d'entraîner tes modèles. Donc si tu as assez de données photogrammétrie. Ouais, voilà, si tu as assez de photogrammétrie et que tu as assez de mèches 3D, et que tu as assez encodé de mèches 3D, tu peux apprendre comment générer une mèche 3D. Mais encore une fois, c'est la data qui manque. Peut-être qu'un jour, il y a moins de 3D dans le web que de photos. C'est sûr. Donc, encore une fois, il faut les donner. Mais peut-être qu'un jour, on vivra peut-être dans le metaverse. On aura plus d'environnement 3D. Qui sait? Donc, ouais. Est-ce que de nos jours, les IA sont de plus en plus utilisées dans le marché du travail en général, par exemple, c'est dans le graphisme? Dans le graphisme, pas encore, parce que ça, je dirais, c'est vraiment des modèles tout nouveaux. Donc ça a été... les derniers modèles que je vous montre, ça date vraiment de l'année dernière, donc c'est vraiment tout nouveau. Pour ce qui est des modèles de langage, là c'est un peu plus utilisé. Donc là par exemple, ce que je vous montrais tout à l'heure, ici, le modèle BERT ici, il est très utilisé dans l'industrie en ce moment, on l'utilise de plus en plus. Parce qu'il est vraiment facile à utiliser, puis il est facile à affiner. Donc par exemple pour des tâches de name entity recognition,
Par exemple, je te donnerai un texte et je te détecterai tous les noms de villes dans le texte. C'est ce que ce genre de modèle est capable de faire. Puis c'est vraiment très utile pour faire des modèles prédictifs. Par exemple, tu pourrais avoir un feed Twitter et essayer de prédire des événements avec ce genre d'algorithme, des analyses de sentiments, des choses comme ça. Donc c'est plus ces modèles-là de texte qui sont utilisés aujourd'hui. Les modèles texte à image, c'est encore nouveau, donc encore trop utilisé dans l'industrie, mais je ne doute pas que dans le futur ça se développe. Oui? Ben là, j'ai généré comme plein d'images que j'aimerais utiliser, mais c'est quoi les droits d'auteur par rapport à ça? Ok, donc ça c'est une très bonne question. Actuellement, il n'y a pas de droit d'auteur sur les images qui ont été générées. Et GPT-3 met la clause en ce moment d'être prudent par rapport à ça parce que justement, disons que vu que c'est nouveau, il n'y a pas encore de réglementation. Oui, c'est des images qui peuvent ressembler à des images qui existent déjà, qu'on reconnaît, des fois on voit des choses bizarres, qu'on reconnaît peut-être des sources uniques, là, les gens pourraient dire, ah, ben, vous avez utilisé... C'est ça, ben, actuellement... Ben, et encore une fois, il y a aussi pas mal de questions autour de l'éthique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on collecte les données, comment est-ce qu'on s'assure de ne pas briser la privacité la confidentialité des gens lorsqu'on entraîne nos modèles. Il y a toutes ces questions-là qui se posent autour de l'éthique, autour de l'IA. Mais ce que je te dirais par rapport à la génération d'images, pour le moment, il n'y a pas de réglementation, parce que c'est tout nouveau, ça n'a pas encore été réfléchi. Mais c'est sûr que c'est des questions qui vont avoir à se poser dans le futur. Puis, vous ferez partie de ces personnes qui se posent ces questionnements. Donc, oui. Quand on génère une image à partir du texte, est-ce qu'il y a compte juste de la notation textuelle ou de la sémantique du mouvement pour l'introduire? On prend tout en compte, c'est-à-dire ça utilise le modèle Transformers, donc on prend toute la sémantique de la phrase, pas mot par mot, c'est pas un système de mots-clés, c'est vraiment la sémantique de la phrase qui est encodée, et ensuite on génère à partir de ça. C'est comme ça que c'est pas juste la notation textuelle. Non, c'est toute la sémantique. Donc par exemple, si je te dis une tortue sur un skate, il va comprendre que la tortue est sur le skate, donc il va prendre toute la phrase. Il ne va pas prendre le mot-clé tortue, le mot-clé skate, et il va les mettre l'un à côté de l'autre. Il va comprendre que la tortue est sur le skate, donc il va vraiment analyser sémantiquement comment est-ce que la phrase est structurée. Par exemple, parce que moi j'ai fait un test, j'ai introduit le mot avocat, ce qui m'a fait sortir le fruit, donc je cherchais l'emploi. Ok. Est-ce que tu as mis avocat? Est-ce que tu as mis d'autres mots à côté ou... Non, juste avocat. Juste avocat. Ok, donc peut-être que si tu mettais avocat dans une cour de justice, peut-être, ouais. Peut-être que tu pourrais préciser avec. Mais normalement, ça, si tu lui donnes plus de contexte, il va être capable de trouver le mot que tu veux. C'est bon. Il y avait d'autres questions? Oui? Ça consiste à quoi être chef de produit? En IA. Donc, actuellement, qu'est-ce que je fais dans mon travail? C'est que je coordonne des équipes pour créer des produits qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, il y a pas mal de PME au Québec qui me contactent, qui justement veulent intégrer l'intelligence artificielle dans leur système, que ce soit sur des données texte, des images, des systèmes de recommandation. Et nous, on essaie justement de les aider et d'intégrer ces systèmes-là grâce à notre expertise en intelligence artificielle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que intégrer l'intelligence artificielle, vu que c'est un domaine assez nouveau, c'est très risqué. Donc nous, on vient un peu dérisquer cette phase-là et on vient les aider. Donc, et moi, donc, dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais? Je coordonne des équipes sur ces projets-là. J'assigne des tâches, je fais des revues de code, c'est mal aussi de programmer. Je teste des modèles. Puis je rencontre aussi les clients pour essayer de voir si les produits qu'on construit répondent aux exigences. Donc c'est un peu ça toutes mes tâches dans ce centre de recherche. Quelle est l'autre question? Ici. Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez que genre des affaires comme GitHub Copilot, des affaires qui codent tout seul, ça pourrait genre enlever des emplois et mettre des genre rendre obsolète la programmation tout court? Mais encore une fois, c'est-à-dire que je pense que moi ça va. Pour moi, GitHub Copilot, hein, donc GitHub Copilot pour ceux qui ne connaissent pas, donc dans GitHub ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre des commentaires et GitHub va te guider sur comment écrire la ligne de commande qui va bien avec le commentaire que tu donnes. Donc tu donnes le commentaire et le code est généré par la suite par ce module GitHub Copilot. Et moi, qu'est-ce que je pense que ça va faire ça va ajouter un niveau d'abstraction. C'est-à-dire que maintenant, l'exigence ne sera plus être capable d'écrire du code, mais de structurer du code. Donc, encore une fois, toutes les technologies, elles servent à justement rendre désuet des choses qu'on automatise et créer des nouveaux jobs. Donc peut-être qu'il y aura plus de gens qui feront de l'architecture de code, par exemple. Parce que certes, tu es capable de me générer mon code, mais après, le mettre ensemble, le packager, créer un site web, c'est tout un autre travail. Là. Donc, ça peut aider. Pour moi, c'est des outils qui vont nous aider, mais ça ne vont pas complètement nous remplacer parce que l'humain est très bon à faire des choses que l'IA n'est pas bon à faire. Donc, ça ajoutera un niveau d'abstraction supplémentaire dans le langage de programmation, je pense. Il y a une autre question? Pour ajouter sur ce que vous avez dit, c'est principalement quel langage que vous utilisez en IA? Oui. Nous, on utilise Python, principalement. Donc, on utilise Python. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder un site web qui s'appelle Hugging Face. Hugging Face, c'est un site où justement vous allez avoir tous les modèles dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui sont disponibles en open source. Donc si vous voulez essayer de coder avec ces modèles, vous pouvez aller sur cette plateforme. Il y a une super communauté, puis vous pouvez justement hoster vos modèles directement là-bas. Vous n'avez pas besoin d'avoir de réentraîner les modèles, ils sont déjà entraînés, puis vous pouvez utiliser l'API pour y accéder. C'est une belle plateforme. Sinon, les paquets qui sont utilisés, c'est TensorFlow et PyTorch. C'est les deux paquets les plus utilisés. Oui. Vous n'avez pas trop parlé de votre métier, mais vous, dans cette industrie, vous faites quoi exactement? J'ai répondu un petit peu tout à l'heure, mais je m'occupe de la gestion de projet. Donc j'essaie de traduire en code ce que les clients veulent. Parce que beaucoup de gens ne savent pas trop comment ça fonctionne. Les clients nous viennent avec des requirements, puis nous on essaie de faire du code avec ça, créer des moteurs d'intelligence artificielle qui répondent aux besoins, faire des modèles prédictifs justement. Ok, parce que par exemple le clip qu'on a vu, ou même le truc en 300 ans, nous c'est pas de notre portée, même avec tous les outils qu'on a. Il faut faire appel à... Ok, mais je pense que plus tard, il va y avoir des logiciels qui vont de plus en plus être utilisés avec l'intelligence artificielle. Actuellement, c'est sûr que c'est pas trop à notre portée parce que c'est tout nouveau. Il faut laisser le temps en fait. Ça fait qu'1 an que ça existe, ce genre de technologie, et ça va tellement vite. Là, je vous ai montré les modèles de texte à vidéo. Ça, c'est sorti il y a même pas 2 mois. Il y a 2 ans, on faisait juste les modèles génératifs avec du texte. Maintenant, on fait ça avec des images. Maintenant, on fait ça avec des vidéos. Ça va super vite. Donc, il faut laisser le temps aussi aux développeurs de créer des logiciels. Puis, je suis sûr qu'à un moment, il y aura des outils justement que vous pouvez utiliser pour faire du concept art. Vous pouvez déjà faire vos Pokémon. si vous voulez, ça peut vous aider. Voilà. Je crois que c'est tout. Alors merci beaucoup, Monsieur Rosin, pour cette présentation. Et rendez-vous à 17h en haut pour le cocktail et le réseautage. Merci.